Bonjour, vous écoutez le podcast 158 de Lifetile. C'est le podcast qui vous parle de l'actualité de l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 27 août 2019 et c'est une tranquille reprise pour notre saison 9. Vous pouvez nous suivre en audio en suivant notre flux RSS sur l'adresse podcast.lifetile.fr ou bien en audio à l'adresse youtube.lifetile.fr. Vous pouvez nous laisser des commentaires, des messages sur la page de chacun des épisodes ou sur la page YouTube de chaque vidéo. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook en suivant le compte Lifetile Podcast, en un seul mot. Et c'est encore sur Twitter que nous sommes les plus actifs et où on pourra vous répondre le plus rapidement. J'ai failli oublier le Slack. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le Slack de Lifetile, n'hésitez pas à nous écrire à team@lifetile.fr. Voilà. D'ailleurs, cet été, nos camarades, notamment Christophe et Flobo, ont fait un grand ménage sur le Slack, ont réduit drastiquement le nombre de canaux et ce sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer là-dessus. Mais écoute, ils sont autour de moi. J'ai d'abord autour de moi Flobo. Bonjour Flobo. Salut, avec le son allumé, ça marche mieux. Oui, quand tu mets ton micro effectif, ça marche. Oui, on t'entend. Parfait. Salut, ça va? Ça va, l'été s'est bien passé? Ouais, rapidement, mais comme toujours. Ouais. Prêt pour reprendre cette saison 9? Oui, allons-y, avec plein d'actu. Microsoft, le retour de Microsoft. C'est ça, on y croit. Et à côté de toi, il y a Christophe qui est là depuis le Nord. Salut Christophe, comment ça va? Ça va très bien, ouais. 9 ans déjà, enfin 9 ans, ouais, 9 saisons, c'est fou ça. J'avais pas vu le temps passer, dis donc. Eh oui, c'est la 9e saison. Je suis surpris quand même. On dirait pas comme ça. Non, ouais. Eh oui, on est toujours là, on a toujours des choses à dire sur Microsoft. Ouais, d'où ma surprise. Alors, par avance, pour ceux qui nous regardent en vidéo, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une qualité d'image assez désagréable. On a pas mal de soucis de connexion Internet chez les uns ou chez les autres. Il n'y a que Flobo qui devrait avoir une image à peu près correcte. Donc, merci de nous en excuser par avance. On va essayer de garder un épisode au niveau audio assez correct. Après, pour la vidéo, on ne pourra rien garantir. Allez, trêve de bavardage. Et si on commençait tout simplement par le premier sujet avec quelques astuces. Bonjour, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci. Alors, petite nouveauté cette année, on vous propose quelques petites astuces. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça à chaque épisode? On verra en fonction de ce que nous propose Microsoft. Cette fois-ci, je crois qu'il y a quelqu'un sur le Slack de Lifetile qui nous a proposé une petite astuce, Christophe, qui est super utile. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Ouais, en fait, c'est le presse-papier qui a bien évolué sur Microsoft. Et si vous ne le connaissez pas, bon, tout ce que vous sélectionnez, que vous collez, donc c'est CTRL-C ou clic droit, copier, etc., couper. Et si vous faites, au lieu de faire CTRL-V pour coller ou clic droit, coller, vous faites la touche Windows-V. Et à partir de là, si vous ne le saviez pas, parce que ça doit exister depuis un petit bout de temps, et après Flobo nous en parlera, mais en fait, vous avez un presse-papier que vous pouvez réutiliser sur vos autres appareils connectés Windows 10 avec votre compte. Alors, il n'y a pas que ça, mais vous avez une liste, enfin quand je dis c'est pas que son utilité, c'est que vous allez avoir une liste, comme on va retrouver sur, je crois qu'on l'a sur le SwiftKey de Android, mais je ne suis pas sûr en fait. Mais sinon, c'est génial, en fait, ce principe-là. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé d'avoir une liste des dernières choses copiées, coupées dans notre environnement Windows. Et du coup, vous accédez, si ce n'est pas paramétré, vous l'activez, puis vous allez dans les paramètres de Windows. Et là, il y a plein d'options. D'où le choix de la synchronisation dans les comptes. Moi, j'ai bien aimé. Ok. Alors, Christophe, il y a un truc dont tu n'as pas parlé, c'est que, ou sinon je ne l'ai pas entendu, c'est que tu peux copier, bien sûr, du texte, mais aussi, tu peux garder en mémoire les images. Alors, je ne sais pas si avec les vidéos, ça marche aussi, mais en tout cas, avec les images, ça marche. Moi, dans mon presse-papier, j'ai des images et je peux les rappeler et les réutiliser. Donc, c'est vraiment super pratique. Ah, c'est formidable. Alors, après cette petite astuce, une autre astuce information. Florian, toi, il me semble qu'il y a une nouveauté dans Edge. Alors, peut-être Edge
Edgeium dont tu devrais nous parler. Oui, donc, attends, je suis le doc en même temps. Donc, tu parles du petit gestionnaire de médias qui est apparu il y a quelques jours. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, c'est pas une nouveauté. Alors, Edge qu'est-ce qu'il pure. est et à quoi il sert? C'est pas une nouveauté Edge pure, donc c'est une nouveauté Chromium. Donc, ça apparaît dans tous les navigateurs Chromium, donc Chrome, Edge, je crois Vivaldi et les autres qui existent également. Je sais pas, je connais pas les noms. Et donc, ça fait qu'en haut à droite de la barre des tâches, il y a un petit bouton Play, comme le bouton Play d'un magnétoscope, qui. T'as vu la référence quand même des années 80, c'est pas mal. Mais, Ouais, pas mal. qui permet donc d'avoir la liste de tous les médias qui sont en train d'être joués dans le navigateur. Alors, imaginons par exemple que là, je suis en train de travailler, j'ai un onglet YouTube, je ne sais pas quoi, qui joue de la musique, une playlist au fin fond de mon navigateur. Par exemple, dans une des 50 pages ouvertes, 500 onglets à l'arrière. Eh ben, quelqu'un me partage une vidéo Twitter, je veux regarder la vidéo, mais lorsque je vais lancer le son, je vais voir les deux sons en même temps, là, ça va pas être pratique. Alors jusqu'à présent, soit on bidouillait avec un outil tiers comme, je suis oublié le nom. AirTrumpet ? Oui, c'est ça, AirTrumpet, qui pouvait chercher onglet par onglet, mais bon, il fallait trouver le bon onglet quand même. Ou soit on cherchait l'onglet à la main, et donc jusqu'à ce qu'on le trouve pour couper le son. Mais maintenant, il n'y a plus besoin de faire ça, on clique sur ce petit bouton, et lui, il va nous détecter qu'il y a deux vidéos actuellement, deux médias actuellement en lecture sur le navigateur. Il va te mettre la petite vidéo de tape dessus pour voir ce que c'est. Alors tu vas par exemple ta playlist YouTube d'un côté, en dessous ta vidéo Twitter. Tu peux couper le son, mettre en pause l'un, le temps que tu joues l'autre. Et ensuite, une fois que tu as fini, ça va retourner sur l'onglet, tu peux réactiver ta playlist YouTube par exemple. Et je trouve ça super pratique de pouvoir utiliser ça comme ça. Honnêtement, pour moi, c'est devenu vraiment le truc le plus pratique. C'est vraiment le truc le plus pratique qui est arrivé depuis des années. Ça fait 15 jours que c'est là et je m'en sers mais 100 fois par jour. C'est vraiment super pratique. C'est la nouveauté géniale que je ne savais même pas que j'avais besoin. Et bien sûr, si vous avez que 2-3 onglets ouverts, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est vraiment pour les gens qui sont comme moi, bordéliques, qui se retrouvent en fin de journée avec des centaines d'onglets. Là, c'est vraiment pratique. Tu voulais dire quelque chose ? D'accord. Alors oui, je voulais te demander, Flobo, comment on fait pour pouvoir utiliser ce nouveau gestionnaire de médias qui est inclus dans Chromium? Qu'est-ce qu'il faut installer sur notre ordinateur? Rien du tout. Rien du tout? Tu veux dire que je mets juste à jour mon Windows et ça marche? Non, c'est dans le navigateur, c'est pas dans Windows. C'est la dernière version. Qu'est-ce qu'il faut que nos auditeurs installent? Canary. C'est arrivé seulement dans Chrome Canary et Edge Canary, donc il faudra quelques semaines, mois, pour que ça arrive en stable. Mais pour l'instant, lorsque ça arrivera en stable, il n'y aura rien à faire. On installe et ce sera là, un petit bouton dans la barre des tâches du navigateur. C'est aussi dans la version dev. Hein. C'est pas que Canary. Déjà, Bazar, ça a été vite. C'est dans dev. Donc c'est bien ça. Moi, je l'ai vu apparaître il y a 2-3 jours. Le moment où j'en avais discuté là. Ils ont été vite. C'est bien, c'est que la nouvelle fonctionnalité fonctionnait bien. Ok. Écoute, très bien pour ça, Flobo. Je crois que tu vas continuer à nous parler d'une autre nouveauté qui est dans Edgeium Canary. Cette fois-ci, ce sont les collections, il me semble, n'est-ce pas? Oui, alors les collections dans Edgeium Canary, c'est un peu le remplaçant du petit bouton qu'on avait dans l'ancien Edge pour mettre des onglets de côté. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Oui, bien sûr. On avait une session, on avait un petit bouton pour mettre des onglets de côté et lorsqu'on rouvrait, on cliquait sur le petit coin et pouf, on avait les onglets qui revenaient sur l'écran. Et donc, c'est un peu la même idée sur Edge Canary. Après, je dois vous avouer que moi, je n'utilise jamais cette fonction, donc j'ai utilisé ni l'ancien ni le nouveau. Donc, je ne peux pas dire si c'est mieux ou moins bien. Mais en tout cas, pour ceux qui l'attendaient, c'est revenu. Ok. Moi, j'utilisais les onglets de côté. Je trouvais ça très pratique quand tu travailles sur des choses différentes. Au moins, ça nettoyait ton écran et puis tu étais tranquille. Ok. Une petite nouveauté, si vous aimez utiliser les blocs-notes, il y a le Notepad qui arrive sur le Windows Store. Donc, vous pourrez le retrouver facilement. Il se mettra à jour tout seul. Attends, stop. Quel est l'intérêt d'utiliser la version Notepad du Store par rapport au Notepad? Qu'elle soit à jour juste, Christophe. Il n'y aura pas deux versions. Il y a une version de Windows qui enlève le Notepad intégré et dans celle-là, tu auras celle du Store installée à la place. Et est-ce qu'elle est mieux ou est-ce qu'elle est 100% identique? Elle n'est pas 100% identique parce que par exemple, jusqu'ici, Notepad c'était un composant de Windows à 100%, donc ils ont dû le séparer. Le sortir? Oui, le sortir. Par exemple, tu vois, dans le bouton à propos, jusqu'ici, depuis 20 ans, le à propos de Notepad, c'était le à propos de Windows. Tu vois?
Ils donnaient Bien la sûr. version Windows, pas la version Notepad. Donc, ils ont fait un nouveau, par exemple. Bon, après, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. On débarque, hein, mais ça va permettre de faire évoluer Notepad un peu plus rapidement, éventuellement. J'aimerais bien qu'ils aillent vers quelque chose comme Notepad++, par exemple, doucement mais sûrement. Après, Ouais. on verra si c'est leur but. Il y Mais avait non, déjà eu mais pas non. mal de. Il y a VS Code pour ça. Ils s'en fichent de. Il Oui, y a VS Code pour c'est ça, vrai. donc Ouais, c'est mais qu'un c'est intérêt. peut-être un peu lourd, non, pour. Oui, c'est vrai, Pas mais du par tout, exemple, VS Code, c'est pas lourd. ils ont VS ajouté. Code, c'est comme Notepad++, hein, tu as des extensions et c'est super rapide. Donc, non, D'accord. Notepad, il va pas évoluer, quoi. Franchement. Ils ont quand même ajouté le support des retours chariot Linux, des choses comme ça. Non, mais attends, ça, ils auraient dû le faire Oui, quand XP est 1995. sorti, quoi. Je sais. Oui. Mais Donc, bon, bon. Ouais, ils rattrapent juste. Non, ils rattrapent rien du tout. Ils sont à la bourre là-dessus. Ok, allez, moi je vous propose de parler d'une autre petite chose qui est un petit site web. C'est tout simplement si vous êtes utilisateur d'Office 365, parfois tout marche bien, enfin souvent tout marche bien, parfois ça plante. Alors vous ne savez pas si ça vient de chez vous ou si ça vient d'ailleurs, votre prestataire ou Internet ou Microsoft. Eh bien, Microsoft a mis en ligne une petite page web tout simplement qui s'appelle portal.office.com/service statut. Donc normalement, je vous affiche ça sur l'écran pour ceux qui regardent la vidéo YouTube et vous pouvez vous rendre compte qu'ici on a Outlook qui va bien, on a OneDrive qui va bien, Yammer qui va bien, oui Yammer n'est pas encore mort, Microsoft To Do qui est là, Skype, Office for the Web, Microsoft Whiteboard et le petit dernier Yourphone. Donc si vous utilisez Yourphone pour faire du lien entre votre PC et Android, ça apparaît ici. Donc vous avez tout là-dessus. Je trouve ça assez pratique pour savoir si c'est en panne ou pas. Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui l'utilise de temps en temps. bah oui, c'est pas le lien que j'ai mis hier que tu as vu. Si, mais ça fait partie des choses que je trouve forcément très pratiques. Cette page, Attention. c'est étonnant que vous la connaissiez pas, elle est apparue en 2005. Alors, Non, pas cette version de page. Non, mais elle a évolué à chaque fois que Microsoft fait une nouvelle version de ses services web. Mais la version d'origine, elle est apparue en 2005. Celle-là est très facilement accessible. Quand tu as un compte Office 365 Pro, tu peux accéder via l'interface d'administration à une page équivalente, mais qui était beaucoup moins simple et efficace. Après, on a la même chose pour la Xbox aussi. Voilà. Mais bon, c'est bien à savoir. Ok, allez, si on continue, je crois qu'il nous restait une dernière petite info. Oui, Teams, Flobo, parle-nous de Teams un petit peu. Qu'est-ce qui est arrivé à Teams? Là, je prends parce que j'ai pas du tout l'info. Oui, les Teams maintenant. Ah oui, tu veux juste dire voilà, ça. tu veux que je le Teams, fasse? Oui, maintenant Teams, c'est surtout que c'est moi qui donne l'info en plus, donc ça fait con. Mais je dis Teams, c'est maintenant intégré directement dans Office. J'ai réinstallé un PC il y a 15 jours et donc j'ai réinstallé Office derrière. Et j'ai eu la petit pop-up parce que vous voulez installer Teams avec. Et une fois installé, il a connecté Teams à Office. Et donc maintenant, comme Skype for Business avant lui, Teams va faire partie à 100% d'Office. Mais pas seulement, on pourra continuer de l'installer à part comme OneNote si on veut. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait pas une bonne idée de l'intégrer seulement à Office pour moi. Tout le monde. Ouais. Christophe, on te voit hocher la tête. Non, rien. Je me disais aussi pourquoi j'avais récemment vu Insight, j'ai du mal à le dire, INSIGHT. Insight Insight, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que c'est dans Office, que c'est l'une des rares fois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas longtemps que j'ai vu apparaître ce nouvelle icône. Je crois que c'est commencé à apparaître il y a un moment, mais que maintenant il le met en haut directement, tu le vois direct, tu le vois tout de suite, je crois. Mais... D'accord. C'est ce qui fait des recherches Bing pour mettre des choses en rapport avec ton texte actuel, c'est ça? Moi, je pensais que c'était des trucs de stats. Mais je ne voyais pas l'intérêt pour Office. Mais c'est pas grave. Non, ça c'est Delve. Les trucs de stats, je crois que c'est Delve, si je ne dis pas de bêtises. Et encore, je dis peut-être une. Non, je sais. Bon, bref, passons. Et puis, Flobo, il y avait une dernière information que tu nous avais trouvée. C'était à propos de la recherche Microsoft qui apparaît dans toutes les applications Office maintenant. Oui, il te propose en insider d'activer Microsoft Search pour remplacer la recherche interne du navigateur, enfin de l'application. Et donc, en fait, Microsoft Search, c'était ce qui avait été annoncé l'année dernière, c'est un moteur de recherche Microsoft qui est utilisé par tous les produits, donc par Cortana, par Bing, par Office, par Skype, par ce que vous voulez. Ils utilisent tous Microsoft Search en interne pour faire leur recherche. Et ça se sent vraiment lorsqu'on a activé ça, parce que par exemple, l'historique des recherches maintenant est synchronisé entre Office.com, Office sur Android, Office sur le Office de bureau dur. Vraiment partout.
Ouais, en fait, c'est quand on clique, on a le même résultat de recherche, les mêmes historiques. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Je me souviens que parfois j'utilisais le Outlook Bureau pour faire certaines recherches parce que je savais qu'il recherchait mieux des vieux trucs d'il y a 5 ans. J'utilisais parfois le Office Web pour d'autres choses parce que je savais qu'il allait plus vite à faire apparaître les résultats. On avait vraiment des systèmes complètement différents et donc ils unifient ça en un seul moteur de recherche. Bon, pour la plupart des utilisateurs, ça fera probablement aucune différence, mais bon, en interne, ce sera un peu mieux, un peu plus joli. D'accord. Un seul moteur pour toutes les fonctionnalités. Allez, alors... Alors, cette fois-ci, on va passer à la grosse news de la semaine qui est sortie, je crois, hier ou avant-hier. Bon, on en avait déjà entendu parler avant. Florian, je crois qu'il y a un grand monsieur qui vient de nous quitter, enfin, qui vient de quitter le navire Microsoft. Et je ne parle pas de Gabe Hall. Oui, non, il a quitté le navire Microsoft, j'ai pas dit qu'il était mort. Quand on dit qu'on en avait déjà parlé, on s'est mélangé les pinceaux l'autre jour sur le Slack. En fait, on pensait à Gabe Hall, c'est lui qui avait quitté la compagnie il y a quelques semaines. Et vu qu'au final, c'est quelqu'un qui avait un rôle un peu similaire sur la communauté, je pense que beaucoup de monde a un peu mélangé tout ça. Et donc, c'est là d'où vient cette idée qu'on en avait déjà entendu parler, parce qu'en fait, c'était pas du tout le cas. C'est donc maintenant Peter Skillman qui quitte Microsoft. Donc, Peter Skillman, c'était j'ai envie de dire un rescapé de Nokia, qui était encore chez Microsoft, peut-être le dernier. Donc, il était arrivé chez Microsoft en 2015 lors du rachat de Nokia. Avant Microsoft, c'était lui qui s'était occupé, par exemple, du design des Nokia Lumia 800, je crois. Donc, le design de Nokia Fabula qu'on aimait tous. Je crois qu'il a fait le design de Earmaps également, le design des Nokia Asha. Et lorsqu'il est arrivé chez Microsoft, il est devenu un peu le directeur de design de Windows en partie, de Skype et de Outlook. Bon, pas tout en même temps, par période, il a évolué pas mal dans la compagnie. Il avait fait par exemple l'interface de MyPeople, du nouveau menu de partage lorsqu'on fait je sais pas si vous voyez quel menu, quand on partage un objet, on a un menu de partage qui s'ouvre avec toutes les applications et les contacts. Oui. Vous voyez, c'était lui, ça. Bien sûr. Quoi d'autre également il était arrivé chez Skype lorsque Skype avait fait ils avaient décidé d'essayer de devenir un truc jeune en mettant plein de fonctionnalités pour faire des stories, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans. Ça avait complètement fait un flop total. Et il avait un peu remis Skype sur le droit chemin en enlevant un peu tout le bazar. Sur le bon rail. Voilà. Tout le bazar sert à rien, en essayant d'unifier un petit peu le design de Skype avec les authentifications Microsoft. Ensuite, au bout d'un an, il était parti de Skype, il était passé chez Outlook où il essayait d'unifier le design des différentes applications Outlook également. Et le grand avantage de ce monsieur, c'était qu'au-delà du fait que c'est un des seuls chez Microsoft qui essayait d'avoir vraiment unifié pour tous les services, c'est qu'il était exactement très présent sur Twitter et très... Pardon ? Ouais, très au contact des gens. Très au contact de la communauté. Très au contact des toujours gens. Prêt à répondre. Je veux dire, s'il y avait un problème, on lui remonte. Il te répondait souvent dans la journée et disait qu'il avait fait forwarder le message à l'équipe concernée. Et en général, il suivait l'affaire et le problème finissait par être résolu. C'était quand même quelque chose qui est assez rare chez Microsoft, où on est quand même souvent face à un mur énorme. Va mettre du feedback dans le feedback hub et espère un miracle. Et... oui. C'est un peu ça, malheureusement. Mais donc, avec Peter Skillman, on avait vraiment un contact direct avec les équipes de Microsoft et malheureusement, on perd ça. Par exemple, ce qui est un truc tout bête, c'est qu'il nous a donné le nom de la personne qui est maintenant le contact communauté chez Skype qui le remplace. La personne en question, elle a tweeté pour la dernière fois en 2015. Donc, voilà. Eh oui. Il y a plus, c'est fini. Il ne faut pas compter là-dessus. Il faut compter dessus. Et donc, c'est dommage que quelqu'un d'aussi engagé, qui était un peu devenu je sais pas comment dire, l'image de Microsoft, enfin la personne représentative de Microsoft dans la communauté, s'en a et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. Apparemment, il a une nouvelle opportunité ailleurs, mais je trouve ça dommage que les gens finalement qui étaient les mieux sont ceux qui sont les premiers. Pour revenir à Gabe Hall, c'est un peu la même chose. Pour le Prime Insider, c'est quelqu'un qui était quand même super impliqué sur Twitter. On pouvait lui parler de tout et n'importe quoi. Il répondait vraiment tac au tac. Bon, finalement,
on perd les gens qui étaient les plus efficaces, j'ai envie de dire. Bon, après, il reste toujours le feedback hub, mais bon, je ne suis pas sûr que ce sera aussi efficace. D'accord. Juste pour finir, un peu de dernière petite chose, c'est également que le travail d'unifier les UI, il est loin d'être fini. Monsieur Gabe Hall, donc il travaillait là-dessus, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore des UI différentes dans toutes les apps qui évoluent un peu différemment de tous les côtés. Fluent Design. Tu veux dire Peter Skillman? Oui, c'est pas du tout unifié. Lui, il disait qu'il essayait d'aller vers une UI Microsoft unifiée, mais on est loin du boulot et on est loin du résultat. Et donc, il s'en va. C'est dommage. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va avoir envie de faire ça derrière encore? Je sais pas. On verra. Alors, est-ce que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Florian? Est-ce qu'on a une idée de pourquoi Peter Skillman est parti ou pas du tout? Il a dit qu'il a une autre opportunité ailleurs et qu'il annoncera ça dans les prochaines semaines. Bon, après, on verra. D'accord. Ouais. Et si on fait des hypothèses, est-ce qu'on peut faire des hypothèses plus ou moins farfelues sur pourquoi il aurait été mis dehors, pourquoi il serait parti? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Après, il y a plein de possibilités. Hein. Il a dit lui-même qu'il n'avait pas de problème avec les gens de Microsoft, mais il n'a pas eu de problème. Mais bon, après, ça peut être du... Hein, on ne va pas dire en partant, eux, ils sont nuls, je ne sais pas quoi. C'est assez classique. Hein, on va pas taper son employeur. Il y a plusieurs possibilités. Soit il n'était pas content des résultats, comme je dis, du fait que ça aille assez vite. C'est possible, on ne sait pas. Peut-être on ne lui donnait pas les moyens de faire ça correctement. Je ne sais pas, c'est possible. Ou peut-être également qu'il avait envie de retourner vers du hardware, parce qu'à l'origine, c'est quelqu'un qui faisait les designs de téléphones, tout ça pour Nokia. Et aujourd'hui, chez Microsoft, il a peut-être plus grand-chose qui l'intéresse vraiment. À apporter. Pardon? Ouais. Il a peut-être plus grand-chose à apporter à Microsoft, comme Microsoft ne lui offre pas le moyen d'exprimer ce qu'il aime faire. Peut-être que ça l'intéressait pas tant que ça de faire du design software et qu'il a envie de retourner vers du hardware, donc il cherche ça ailleurs, je ne sais pas. Ou en forcer à faire du cloud, quoi. Puis ça le faisait chier. Ouais. Tu m'étonnes. Allez, donc merci Florian pour toutes ces explications sur cette news à propos de Peter Skillman. Je vous propose de continuer les news et rumeurs avec une première info à propos de l'évolution de la VR et des casques de réalité virtuelle. Et ça, c'est Christophe qui doit nous en parler. Ouais, non, en fait, c'est pas une news, j'en suis persuadé, mais je pense que c'est le bon moment. Non, c'est pas une news, mais... C'est le bon moment pour en parler parce que j'ai pu réutiliser mon casque parce qu'avant mon PC n'était pas compatible, donc je passais sur une autre bécane, c'était galère. Là, ma petite bête de guerre, là, je peux réutiliser le casque VR et du coup, tout s'est réinstallé tout seul. Et j'ai été agréablement surpris par rapport à, ça faisait quoi, 12 mois qu'on en avait parlé, qu'on avait tous un casque, là je sais plus combien de temps. Un peu plus et même. Depuis, ça a bien changé. 15-16 mois. Ouais, dis donc. Mais alors, j'étais surpris de voir une nouvelle maison qui s'appelle Penthouse et je trouve rien sur Internet qui parle de ça. Elle est vraiment sympa. Et en plus, j'ai été surpris que tout est inclus, le portail Microsoft Mixed Reality, et tout est automatique une fois que tu as installé Stream VR. C'est-à-dire que depuis les maisons, tu lances automatiquement un jeu VR. Avant, c'était un peu plus sportif. Tu allais d'abord dans la maison de Stream, etc., etc. Maintenant, écoutez, c'est naturel. Et puis, j'étais vraiment content de voir cette simplicité. Et c'est pour ça, je dis, il faut qu'on en reparle. Donc, tu as placé ça là, mais c'est pas neuf, en fait. C'est parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Et je pense que maintenant, il va plus se passer grand-chose puisqu'on n'entend plus parler de la VR. Mais pourtant, là, ils étaient arrivés à un but où c'était simple, finalement. Voilà. Et j'ai testé aussi Microsoft Maquette qui est en bêta. Ouais. Alors, qui marche bien ou pas pour une bêta? Non, c'est une bêta, hein, elle va pas non plus. Et j'ai l'impression qu'elle va peut-être rester bêta longtemps. On en avait parlé une fois en bref dans les Lifestyle. En gros, c'est un système où tu vas pouvoir construire toi-même un environnement. Si je vais vulgariser le truc, c'est Minecraft, quoi. D'accord? Mais à part que tu vas étirer, tu vas prendre des objets, tu as les cônes, les cercles, etc. Tout ça. Donc, tu as une palette dans ta main, une palette d'outils, de couleurs, tout ça. Puis après, tu les places dans un monde et puis tu étires tout ça. J'ai pas été plus loin que ça parce que j'avais quelques soucis avec mes manettes. Mais sinon, il manque de piles, monsieur. Pardon? Je disais que tu manquais de piles.
Peut-être, ouais, je sais pas, c'est peut-être ça. Et du coup, l'intensité des toutes petites LED de pourtour des manettes est plus faible. Et avec un néon juste au-dessus, à mon avis, mon casque, il a peut-être du mal, en fait, je pense. J'en sais rien, en fait. D'accord. J'émets des hypothèses là-dessus. Enfin, voilà, quoi, maintenant, adviendra ce qu'il faudra sur la VR, mais voilà. Ok. Bon, enfin, tu nous as fait une petite démo avant qu'on commence l'enregistrement. C'était quand même intéressant. Hein. Ouais, Bon, ouais, c'est ouais. dommage que Après, ça aille ça pas plus évolue, loin. ça évolue encore, hein, Je sais pas. puisqu'ils ont ajouté récemment, j'ai réessayé aussi il y a 2-3 semaines, et je me suis rendu compte que les tuiles maintenant ont des coins arrondis, comme la nouvelle huile en Fluent Design. Donc, ils font encore des petits trucs, hein. Alors que le menu démarré de Windows Classic a encore les tuiles carrées, ils ont déjà une nouvelle version des tuiles arrondies dans Je le. sais pas, écoute. Je sais pas. Donc, il y a encore des petites choses qui évoluent. Si tu veux, il n'y a pas longtemps, ce qu'ils mettent à jour régulièrement, c'est OpenXR pour Windows Mixed Reality. Ça, on le voit souvent mettre à jour. Le portail, il y a eu. Alors, j'ai fait mauvaise langue, mais le portail Reality Portal, oui, il est en anglais. Il a été mis à jour mi-août. Oui. Donc, tu vois, mes quiz, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? On en avait parlé du OpenXR. Quelqu'un en avait parlé et j'ai pas suivi. Non, je crois pas. C'est peut-être pas ici, c'est peut-être chez DevApps que vous en aviez parlé. Oh non, je sais pas. Okay. Bon, bah. Allez, moi je te propose de refermer cette page de réalité virtuelle et puis de passer. Moi, ce serait plutôt un petit coup de gueule que je voudrais faire. On vous a parlé déjà du nouveau navigateur de Microsoft, enfin que nous on appelle Edgeium, qui est Edge, basé sur Chromium. Et certains sites appellent, notamment 01net, appellent ce nouveau navigateur Credge. Alors je trouve que c'est un mot qui est Credge, c'est un truc qui est assez moche à dire, je trouve. Cracher. On a l'impression de cracher, tout à fait, Christophe. Voilà, donc j'avais un coup de gueule contre ce nom, franchement, qui est moche. Je trouve qu'Edgeium est beaucoup plus agréable à prononcer, puis qui fait penser à Edge et à Chromium. Voilà, bon. C'est ça, donc je vous proposais de... Oui, Christophe? Mais même chez Microsoft, ils disent Edgeium, non? Je pense pas, parce que c'est nous qui l'avons appelé comme ça. Il y a je sais plus quel site américain qui disait ça aussi. Et après, ça reste des noms qui sont totalement officieux. Chez Microsoft, c'est Anaheim. Voilà. Ah, comme projet Spartan, c'était l'ancien Edge, et celui-là, c'est Anaheim. C'est le nom de code. Tout à fait. Ouais. Non, Florentin, il me semble bien que c'était sur 01net et pas sur Clubic. Alors peut-être que Clubic l'a fait aussi, mais 01net, j'en suis sûr. Voilà. Enfin, sur Edgeium, on le voit beaucoup sur Internet. Hein. Oui, mais surtout, parlez d'Edgeium et parlez pas de Credge, parce que franchement, c'est moche. Je suis pas sûr que les gens aillent utiliser un truc qui s'appellerait Credge. Non, mais je reviens là, j'ai tapé Edgeium sur Twitter. Putain, il y a un monde fou. Enfin, c'est très connu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de réponses sur ça, d'ailleurs. Un Anglais qui parle justement de ce que tu dis, passe le même coup de gueule. C'est un truc qui date d'il y a 2 jours. Bon, allez, c'est quand même pas une information non plus qui était primordiale par rapport à ce qui s'est passé cet été. Quelque chose de peut-être un peu plus... Oui. Quelque chose d'un peu plus pénalisant pour certains, ça sera le retrait de la fonction de lecture des e-pubs de Edgeium, justement. Et ça, c'est Flobo qui nous en parle un petit peu. Non, c'est pas retiré de Edgeium, c'est juste ça n'a jamais été dans Edgeium. Oui, pardon. La lecture des e-pubs était dans l'ancien Edge. Oui. Et il y avait au passage également un magasin de livres sur le Microsoft Store, seulement pour les USA, je pense. Je pense que c'est jamais arrivé en France. Oui, je crois que c'est jamais arrivé en France, il me semble pas. La vente de e-books sur le Windows Store a été arrêtée il y a quelques mois. Bon, quand ils ont annoncé le nouveau Edge et qu'il n'y avait pas dans Chromium par défaut un lecteur de EPUB, je me suis dit, c'est mal barré, je pense pas qu'ils vont en réimplémenter un. Lorsqu'ils ont fait leur roadmap, ils ont également dit que c'était pas prévu. Et il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à peu près, je pense, il y a un petit pop-up qui est apparu lorsqu'on commence à lire un EPUB sur Windows qui nous dit « Attention, bientôt une nouvelle version de Edge arrivera qui ne sera pas capable de lire des EPUB. Trouvez autre chose pour lire votre livre. » Et là, il te propose Windows Store, tu cliques dessus, et tu arrives sur 50 000 applications, dont la plupart ne savent pas lire les EPUB non plus, donc je ne sais pas trop comment ils ont géré leur truc. C'est très mal fait. Mais après, il ne doit pas y avoir grand monde qui ça va impacter, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui lit des livres sur Windows. Donc, c'est vrai que tu vas plutôt lire à la rigueur soit sur ton téléphone. Et voilà. Donc maintenant, ça va pas être du Windows, ou sur ta liseuse.
Je trouve ça dommage parce que je trouve ça super pratique dans Edge. Par exemple, il y a des trucs tout bêtes, mais surtout quand on est sur Windows 10 avec du touch, je veux dire, on tape sur un mot et puis il nous donne la définition directement, des choses comme ça. Je trouve qu'il est super bien fait, Edge, comme lecteur d'EPUB, mais bon, malheureusement, ça s'en va. C'est dommage. C'est comme ça. Et ils veulent pas passer par une extension, ça aurait été logique finalement. Bah, oui, mais ils s'en foutent, Microsoft. Ils vendent plus d'EPUB, ça ne s'intéresse plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont le code pour faire ça. Je me dis, s'ils veulent plus maintenir une évolution du EPUB qui ne doit pas évoluer non plus tous les 2 semaines. Non, je pense pas. C'est que s'ils veulent pas le laisser pour une raison peut-être de droit, c'est rien. Le EPUB, c'est le format open. Oui. Bon, alors du coup, pourquoi peut-être qu'ils vont proposer, je dis pourquoi, ou peut-être de le mettre en extension sur open source. Microsoft adore l'open source, ils mettent ça une extension. Et puis tu l'installes via une extension. Ça me paraît logique. Oui, mais non, parce que l'ancien le lecteur d'EPUB, il est construit avec le moteur de l'ancien Edge, qui vient du moteur d'Internet Explorer. Et celui-là, il va être encore utilisé pendant un moment pour la WebView de Windows 10, mais ils sont déjà en train de faire une nouvelle WebView 2, je crois, qui celle-là est basée sur Chromium. Donc, ils vont dégager tout ce qui est ce vieux moteur Edge, ancien Internet Explorer, et ils vont garder que celui de Chrome à la place. Donc il doit y avoir obligatoirement une extension sur Chrome qui lit les EPUB et donc compatible avec Edgem. Il y en a, mais c'est plus du Microsoft et ce sera pas du tout l'interface que Microsoft a développée pour Edge avec ce dictionnaire intégré, c'est tous ces petits trucs qui faisaient que c'était sympa. Ouais, donc en fait, la Microsoft n'a pas de budget heure pour faire le changement entre l'ancien voilà, ils s'en foutent, voilà, c'est ça, je pense, c'est tout, voilà. Ils ont d'autres priorités, c'est tout. Faut voir, je pense que c'est ça, malheureusement. Leur priorité n'est pas les tiennes. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Sinon, comme application, moi, sur Windows, je trouvais qu'il y avait Bookvisor Reader qui était très bien et Freda qui était pas mal aussi. Voilà. Bookvisor Reader qui est gratuit et Freda en version gratuite existe et vous pouvez prendre un truc pour débloquer des fonctionnalités. Allez, on continue cette fois-ci et on va parler de Skype un petit peu. Alors là, moi, j'ai pas regardé du tout ce qui se passait sur Skype, Flobo, donc je pense que je vais on a la chance de voir l'utilisateur de Skype parmi nous. Ouais, le dernier utilisateur de Skype avec Florentin. C'est ça, pour parler tous les deux. Ah oui, il faut bien tester. Oui, bah alors Skype a évolué un petit peu cet été. Ils ont en Insider, le split view est arrivé sur toutes les versions. Alors jusqu'à le split view, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser plusieurs fenêtres dans l'application. Jusqu'ici, Skype, ça fonctionnait un peu à l'ancienne, je veux dire tout était dans la même fenêtre, la liste des contacts, la liste des conversations, et on pouvait avoir qu'une seule conversation ouverte à la fois. L'année dernière, ils ont ajouté dans la version Store Windows la possibilité d'avoir des conversations séparées, c'est-à-dire des fenêtres de conversation séparées pour chaque contact. Mais ce n'était pas encore sur la version bureau. On ne sait pas trop pourquoi, parce que maintenant, c'est la même base de code, c'est le même code React Native pour tous. Il n'y avait aucune raison valable que ce ne soit pas sur toutes les versions. Mais ils ont enfin décidé donc, de pusher cette nouveauté sur toutes les versions. Donc maintenant, tout utilisateur de Skype va pouvoir avoir des fenêtres séparées s'il a envie. Donc c'est bien parce qu'il y a pas mal de monde qui se plaignait que c'était un peu trop restrictif la React Native et qu'ils attendaient cette fonction. Enfin, dans ceux qui utilisent encore Skype, bien sûr. Également, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, Skype supportait la synchronisation des SMS depuis le téléphone Android. C'est quelque chose qui était arrivé il y a à peu près 1 an en bêta. Et c'est resté toujours en bêta, c'est jamais sorti sur la version stable finale. Et ils ont annoncé, donc, là, il y a quelques semaines, que ça n'arriverait jamais, puisque ça allait disparaître le 31 août, je crois, donc dans 1, 2, 3, 4 jours, c'est la fin de cette fonctionnalité SMS Connect dans Skype. Il y a un petit message qui nous invite à utiliser à la place la nouvelle application Your Phone pour synchroniser ces SMS. Alors, votre téléphone en français. Pardon ? Votre téléphone en français, si vous cherchez dans un Windows en français, c'est pas Your Phone, ça ne marchera pas. Il faut taper votre téléphone. C'est vrai. Et donc, malheureusement, Your Phone, votre téléphone, n'a pas toutes les fonctionnalités que Skype avait. Par exemple, un truc tout bête, mais si on t'a 3 PC allumés, sur Skype, tu recevais un SMS, il arrivait sur 3 PC en même temps. Oui. Sur Your Phone, on peut avoir qu'un seul PC connecté à la fois. Donc, il faut déconnecter un PC avant de connecter le suivant. Et je trouve ça assez chiant, moi, qui ai 50 000 machines un peu partout, de devoir toujours reconnecter Your Phone à la bonne machine. Tu as totalement raison. Enfin, pour la plupart des gens qui n'ont qu'un seul appareil, ça ne fera aucune différence, mais pour les gens qui en ont plusieurs, c'est chiant. Oui.
Même, ça peut t'arriver d'en avoir 2 sans en avoir 15 000. Tu as 2 machines, une que tu utilises peut-être plus professionnellement et une plus de manière personnelle. Et tu as peut-être envie des fois d'avoir tes SMS sur les 2. Bah oui. Et c'est dommage. Sinon, l'application Yourphone, je trouve qu'elle marche de mieux en mieux quand Oui, elle même. marche de Et mieux c'est en quand mieux, même oui. c'est Mais pratique. seul problème, c'est vraiment quand je change de PC, des fois il a du mal à se reconnecter à celui que j'utilise en ce moment. Mais c'est vraiment le seul problème qui me reste. Christophe, tu as trop de machines. 20, ça fait beaucoup trop. Bon, après, on compte pas. Enfin, il compte aussi les machines virtuelles. Bref, allez. Passons et avançons. Alors, cette fois-ci, Flobo, je pense que c'est toi, de toute façon, qui nous en a parlé. Donc, c'est toi qui vas en parler aux auditeurs. Il y a une fonction qui m'a l'air assez intéressante, c'est le Cloud Reset. Qu'est-ce que c'est que ce Cloud Reset, justement? Alors, c'est une façon de retélécharger un ISO et de réinstaller Windows sans avoir besoin automatiquement. Depuis un PC où Windows est tout le moment pété, vous allez pouvoir dire à Windows, va télécharger l'ISO, réinstalle, fais tout seul, moi je m'occupe de rien, pour faire simple. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Le mode feignasse, quoi. Oui, pardon, t'as dit Christophe, je disais le mode feignasse. Oui, voilà, le mode feignasse, oui, c'est ça. Alors, c'est quelque chose qu'il y a déjà chez Apple depuis quelques années, je crois. Les Mac peuvent, depuis le bootloader, retélécharger l'OS et le réinstaller. Et ça arrive sous Windows. Alors, c'était déjà présent sur les surfaces qui étaient déjà sur la ROM surface par défaut. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais réinstallé votre système avec un Windows clean, ben, vous avez déjà ça sur Surface. Je ne savais pas, parce que moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu une Surface, c'est j'ai pété les partitions et j'ai tout réinstallé moi-même. Donc, j'avais jamais vu cette fonction. Mais oui, c'était déjà existant, apparemment. Mais maintenant, ça va arriver pour tout le monde. Et ce sera mieux parce que ce sera plus lié à... Ce sera un vrai Windows clean sera installé. Parce que pour la Surface, c'était très différent. La Surface, ça téléchargeait une image de ton disque dur, si tu veux. Je ne sais pas si tu vois un peu la différence. Oui, bien ça sûr. remettait le disque dur tel qu'il était au premier à la sortie d'usine. Donc, c'est pas un Windows vraiment clean. Enfin, après, c'est pareil pour 99% des choses, hein, mais bon, c'est moins pro, j'ai envie de dire. Enfin, donc, cette fonctionnalité ils avaient déjà commencé à la développer sous Redstone 2. Alors, ça fait un moment, hein, c'était en 2015 ou 2016, j'ai envie de dire, je ne sais plus les dates exactes. Threshold 1 et 2 et Redstone 2, 2016, voire début 2017. Voilà. Non, je crois que c'est Threshold 2, je voulais dire TH2. Pardon, c'était bien avant. Donc, enfin bon, c'est pas grave. Et donc, ils avaient donné un petit outil à télécharger qui permettait de faire un reset tool, qui permettait de reset le PC. Ensuite, ils ont laissé ça un peu en plan dans Windows pendant 3 ans, ils n'ont rien fait avec. Et là, ils recommencent à développer la fonction. On ne sait pas trop pourquoi ça a été mis de côté pendant si longtemps, mais bon, c'est pas grave. Ce qui fait que pour l'instant, la fonctionnalité est encore un petit peu pété un insider. Si tu fais reset, il va télécharger un ISO de Windows il y a 3 ans, parce qu'il est encore configuré comme quand ils ont commencé à développer la... Oh mince. Mais non, mais c'est un insider. Hein. Ils ont dit que ce sera ils ont dit que ce ne sera pas le cas lorsque ce sera la version finale, mais je trouvais ça marrant que pour l'instant c'est encore le cas. Alors ce que ça fait, ça fonctionne exactement comme le Media Creation Tool, c'est-à-dire que ça va télécharger l'ISO, l'installer, et ça te fait tout entièrement tout seul. Tu n'as rien à faire de ton côté. Imaginons que ton PC ne démarre plus, et ben tu vas dans le menu d'installation avancée. Alors, ça dépend de la façon dont tu y arrives, ça dépend de ton PC, hein, je crois. F4, souvent, ça marche. Au pire, la façon, c'est que si tu plantes 2 fois au boot Windows, il va booter dessus automatiquement. Donc, bon, dans tous les cas, tu finiras par l'atteindre. Et à ce moment-là, tu iras dans l'option avancée. Là, il y aura une option réinstaller depuis le web. Bien sûr, si ton PC a les drivers compatibles. Parce que, bien sûr. Parce que, imaginons un PC qui n'a pas dans le FI un driver Wi-Fi ou Ethernet, il aura du mal. Mais bon, les PC modernes, ils l'ont en général, donc il n'y a pas de problème. Mais donc, il ira télécharger automatiquement depuis le recovery l'ISO de Windows, il te fera la réinstallation et tu te retrouveras avec un Windows tout neuf, magie. Donc, c'est pas mal pour la plupart des gens, même si, honnêtement, je pense que la plupart des non-pros continueront d'être pas fichus de s'en servir, parce que quand on voit que si Microsoft met un bouton cliquer sur suivant pour mettre à jour, la plupart des gens appellent au secours. Je sais pas comment faire. C'est vrai, tu as malheureusement raison. Non, mais voilà, honnêtement, je veux dire, c'est fini. C'est trop compliqué pour moi. Il faudrait un bouton, limite, il faudrait un bouton physique sur l'ordinateur. Reset, c'est la seule façon que les gens seraient capables de le faire. Je pense que la plupart des gens sont incapables, ils auraient trop peur de cliquer sur des boutons comme ça. Mais... Oui, c'est possible.
Mais bon, ce sera toujours bien de pouvoir installer Windows sans clé USB pour les gens qui n'en ont pas, qui sont je sais pas, en vacances, ils ont pété leur système, ils n'ont pas de clé USB, mais ils peuvent installer Windows comme ça, je sais pas. Et qui ont une bonne connexion quand même. Et qui ont une bonne connexion. Ah, c'est vrai, parce que la connexion du camping en vacances, peut-être que ça ne le fait pas pour décharger un ISO. C'est ça. Pour aller taper 5-6 gigas, ça va être difficile. Enfin, dans l'idée, c'est vraiment pas mal. Oui, non, dans l'idée, c'est vraiment très bien, ouais, je confirme. Bon, sinon, pour continuer, Flobo, je crois que tu nous avais sélectionné 3 news sur Android, alors avec l'organisation des SMS, puis ensuite tu vas nous parler du reste, je te rends la parole. Oui, il y a déjà SMS Organizer, c'est une application pour gérer les SMS faite par Microsoft qui était seulement pour l'Inde pour l'instant. On pouvait l'installer et l'utiliser seulement en Inde. Alors ça a évolué, maintenant on peut l'utiliser dans plusieurs pays anglophones en plus de l'Inde, enfin l'installer dans plusieurs pays anglophones en plus de l'Inde, mais on peut l'utiliser partout. C'est-à-dire que même en France, tu prends la version à la main, l'APK et tu l'installes, il va te demander quel numéro tu as, et un numéro français, ça passe, il ne t'envoie pas bouler. Avant, si tu avais un numéro non indien, il t'envoyait chier. Donc maintenant, je veux dire, tous les numéros du monde fonctionnent, donc tu peux utiliser cette application partout. Alors, c'est une application SMS, bon, après, je la trouve un peu trop... elle est bien pour certaines choses et moins bien pour d'autres. Par exemple, un truc tout bête, je trouve qu'il n'y a pas de façon facile d'envoyer une photo par SMS dans l'application. Je trouve ça un peu dommage. Mais après, elle est pas mal. Par exemple, quand tu as un code de sécurité de banque, je sais pas quoi, qui arrive par SMS, il te met une notification spéciale qui te met que c'est un code de sécurité et qui te propose de copier, par exemple. Bon, tu vois, il y a des petites choses sympas. Après, pour l'instant, c'est encore beaucoup trop pensé pour l'Inde parce que, par exemple, moi, il ne reconnaît pas mes trucs de banque français parce qu'il dit que, sûrement que c'est pour programmer pour, je ne sais pas pourquoi. Il me propose des deals indiens en me disant qu'il y a des choses au magasin en Inde. À Bombay. Voilà, donc voilà, ça ne me sert pas à grand-chose. Après, peut-être que vu qu'ils commencent à la sortir en dehors de l'Inde, ils ont l'idée de commencer à ajouter des fonctionnalités pour d'autres pays. Alors, malheureusement, ça commencera forcément par les pays anglo-saxons et peut-être un jour, en 2040, la France. On verra bien. Ça, c'est pas près d'arriver, je pense, malheureusement. Mais bon, si vous voulez essayer, vous pouvez télécharger l'APK. Alors, justement, je voulais te demander, Flobo, est-ce que tu pourrais nous récupérer cet APK? Oui. Qu'on le mette, par exemple, sur le site de Lifestyle. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, voilà. Ok. Tu me fais passer ça et on le mettra en ligne. Parfait. On fera ça. Mais bon, si vous voulez tester, donc vous pouvez télécharger l'APK, vous l'installez, vous verrez ce que ça donne. On peut l'utiliser en même temps que l'application message classique d'Android. Comment ça s'appelle, message Android, je ne sais plus. En fait, elle peut être utilisée sans être par défaut, contrairement à message Android. Message Android, tu as besoin qu'elle soit en par défaut pour l'utiliser. Celle-là, il veut bien qu'elle fonctionne sans être par défaut. Donc, vous pouvez utiliser les deux de cette façon-là, si vous voulez. Donc, bon, ça permet de tester un peu, voir ce que Microsoft fait. Et de voir. Et c'est une application Microsoft Garage. Oui, c'est ça, je pense. Mais bon, beaucoup d'applications Microsoft commencent par le Garage et sortent petit à petit en officiel. En version définitive. Voilà. Ok, ça marche. On continue cette fois-ci avec le partage des notifications, toujours sur Android, Flobo, il me semble. C'était pas sur ça, c'était quelque chose pour que lorsqu'on fait un partage de n'importe quoi, d'une news, d'un fichier depuis Android, il me proposait jamais les contacts Skype. Moi, toujours, il y avait WhatsApp, je sais pas, 15 milliards de trucs, Facebook, Messenger, je sais pas quoi, mais ce contact Skype qui est jamais là. Et cette news, c'était juste que maintenant, enfin, les contacts Skype apparaissent avec tous les autres contacts. Donc, Skype, un peu plus à Android. C'était juste ça. C'était une mini-news que j'avais ajoutée. En fait, c'est pour toi et Florentin qu'ils ont sorti cette mise à jour. Exactement, c'est pour nous. D'accord. Parce que Christophe et moi, on s'en fout Skype. Oui, complètement. Et en parlant des contacts sur Android, je te les fais voir, Guillaume, mes contacts sur Android. C'était le bordel, tu avais 5-6 fois les mêmes personnes. Ouais. C'est le souci d'utiliser un compte Microsoft. Des fois, tu sens vraiment que c'est un peu plus orienté par un compte Google. Avec Microsoft, vu que tu peux synchroniser les contacts à la fois via le truc natif, via l'application Outlook, via Skype, des fois tu te retrouves avec 5 ou 6 fois les mêmes qui viennent de. Ah non, mais moi, c'est pas 5 ou 6 fois. C'est pas 5 ou 6 fois. Ah ouais, non, mais Christophe, c'est impressionnant. 30 à 40 fois, tout est doublé. Là, j'ai un resto, je l'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 fois le contact, et ça pour tous mes contacts. Donc, tu vois, j'ai une trentaine de contacts. Pour voir d'où vient le problème, il faudrait que tu ailles voir dans tes contacts Google et des contacts Microsoft lesquels sont sur le web pour voir lesquels sont en double. Je pas Google, et dès que je vais modifier une fiche d'un contact, j'ai perdu les emails. J'ai plus que le parti téléphone. Bon, bref, moi je te dis, c'est pas mal parfois. Il est temps de reset ton téléphone. Oh non, mais ça, c'est un truc que Change de téléphone, prends un vrai téléphone, Christophe. Les resets, moi, ça me casse les couilles. C'est comme, il y a des moments, je me demande pourquoi on est encore obligé de redémarrer Windows. On ne connaît pas le système, c'est hyper balèze, j'en suis convaincu, mais il y a des trucs, il faut redémarrer Windows. Par exemple, le Windows V ne marchait pas, je ne pouvais pas l'activer, ça tournait en rond, j'avais essayé sur Twitter, personne ne savait, il fallait juste redémarrer Windows. Je redémarre rarement mon PC, mais je me demande pourquoi ils ont besoin de faire ça. Pourquoi ils n'ont pas toujours arrivé à faire un système où, ok, c'est bon, pour ce truc-là, on n'a pas besoin de redémarrer, quoi. Parce que t'imagines, il y a tellement de process à redémarrer, tu redémarres le PC, ça va aussi vite. Hein. Oui, ça va aussi vite, mais ça va, la flemme de fermer mes applis, quoi. Moi, je suis un gros fou. Mais justement, maintenant, depuis la dernière version de Windows, tes applications se réouvrent automatiquement. Tu as même une liste d'applications que tu peux autoriser à se réouvrir, et non. C'est arrivé en Insider il y a quelques semaines, ça, je crois. Donc, ça arrivera peut-être bientôt pour moi, alors. Voilà. Alors, j'espère qu'ils vont être capables aussi de gérer les différents bureaux. Parce que moi, je travaille beaucoup avec deux bureaux différents. Et ça, ils ne savent pas gérer, c'est bien dommage. Pourtant, c'est pro, ça, comme fonctionnalité. Ça devrait plaire. Oui, pourtant, c'est pro. Ah, j'aime bien ta remarque, Guillaume. Pourtant, c'est professionnel. C'est pas grand public, c'est pro, justement. Il suffirait qu'il y ait un desktop Azure pour que d'un seul coup, ok, les gars, on met du budget là-dessus. Bon, allez, on va arrêter, on digresse. Moi, je vous propose tout simplement d'enchaîner avec toujours Android, cette fois-ci Flobo, mais pour faire tourner les applications Android sur Windows. Non, c'était pas encore. C'est quelque chose qui a été annoncé il y a assez longtemps, qu'on allait pouvoir, avec your phone, synchroniser avec son téléphone et utiliser ces applications Android sur PC, mais jusqu'ici, c'était très compliqué. Il fallait un téléphone compatible. Alors, je sais pas lesquels sont compatibles. Il y avait les Samsung et les OnePlus, les dernières générations. Je sais pas comment ils choisissent aussi, parce que ça me paraît très arbitraire comme truc. Par exemple, les pixels, ils sont... Les parts de marché, je pense. Oui, mais je veux dire... Et les partenaires qui payent. J'aime pas cette façon de faire où c'est vraiment par marque plutôt que par capacité. Parce que pour moi, tous les téléphones qui ont ces capacités, ça devrait être compatible. Tu vois, enfin bon, voilà. Après, c'est un choix, mais j'aime pas. J'ai l'impression que c'est très arbitraire de bloquer sur certains appareils comme ça. Mais déjà, c'était un problème niveau téléphone, mais niveau PC, il fallait déjà aussi avoir du Bluetooth, je sais plus trop quoi, avec une norme, je sais plus trop quoi supporter, qui a un PC tous les à 30 km à la ronde qui supporte, et également du Wi-Fi assez rapide. Il fallait tout ça en même temps pour pouvoir utiliser le streamer Android sur ton PC depuis ton téléphone. Alors je veux dire, pour moi c'est mission impossible. C'est ça. Entre le téléphone, il faut avoir le bon, le PC, il faut avoir le bon, le matos, il faut avoir le bon, ça me paraît un peu difficile. Et ils ont un peu allégé cette restriction avec les Samsung. Les Samsung, ils n'ont plus besoin du Bluetooth spécial, ils ont juste besoin de Wi-Fi. Sur les derniers Samsung, donc c'est les deux qui ont été annoncés. Là, le 10 et 10 Plus, non? C'est ça. Ceux qui ont annoncé avec plein d'applications Microsoft déjà préinstallées dessus, eh bien, ils ont le droit, donc, eux, à streamer l'écran du téléphone sur le PC directement, donc juste avec le Wi-Fi, sans avoir à s'embêter à synchroniser en Bluetooth, des choses comme ça. Et je trouve quand même que c'est assez positif. Il y a des gens qui ont demandé à Microsoft si d'autres téléphones pourraient avoir la même chose à terme. Ils ont dit peut-être, on y pense, on verra bien. Donc, à voir. Mais vraiment, de ce côté-là, Samsung, ils ont vraiment une intégration privilégiée, puisqu'en plus, ils ont sorti une nouvelle version de leur continuum, là, comment ça s'appelle? Dex. Dex, c'est ça. Desktop Experience, oui, Dex. Et ça fonctionne super bien avec Windows 10. Ça permet, par exemple, d'avoir du multi-fenêtre dans les applications Android. Donc, si quelqu'un a un Samsung Galaxy 10, c'est ça? Je sais plus quoi. Et ben, il va pouvoir avoir ses applications Android lancées en même temps sur son PC Windows avec plusieurs fenêtres. Par exemple, tu peux avoir je sais pas de nom, j'ai pas de nom d'application Android. Ton Google Play Store va ouvert là. À droite, tu as ton. C'est tellement pas Android que. Pour moi, c'est juste pour essayer. Moi, j'utilise le mode modem et j'ai mon PC Windows. Je lance pas les applications en général. Par exemple, un jeu. Tu as envie d'un jeu, allez, ton 2048. Je cherchais. Le Play Store qui s'affiche sur le PC, ton 2048 sur l'écran de ton smartphone. Ouais, c'est ça. Non, sur le PC. Tu vas avoir plusieurs fenêtres
D'accord. Plusieurs applications sur le PC, en multifenêtré. D'accord. Ça, c'est une limitation que tu as aussi actuellement avec your phone pour tous les téléphones. Tu as juste l'écran du téléphone en mirror. En duplication. Là, tu as le téléphone qui va t'envoyer plusieurs fenêtres sur ton PC. Ouais, d'accord. C'est quand même quelque chose de pas mal. Bon, mais pour l'instant, encore une fois, c'est une exclue Samsung et peut-être un jour sur les autres, on verra bien. Il faut voir comment ça évolue à long terme. Ok, merci beaucoup Florian. Allez, moi je vous propose de passer à notre dernier petit lot d'informations. Alors, avec en premier le début de la fin des lifestyles. Pas de lifestyle, mais des lifestyles. Attention, on fait bien attention à ce petit mot. Allez, alors Florian, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lifestyles vont disparaître? Parce qu'elles n'ont plus de raison d'être, malheureusement. Ça me fait mal de dire ça, mais si on le pense de façon purement fonctionnelle, c'est vrai. C'est vrai. Les lifestyles, c'est quelque chose qui avait tout son sens sur Windows Phone 7 et 8 au départ, quand il n'y avait pas de centre de notification. Les notifications étaient directement sur l'écran d'accueil et les tuiles étaient toujours visibles. Maintenant, on est arrivé à une époque où, si on réfléchit bien, la partie notification, elle est dans le centre de notification. Il n'y a pas grand monde qui va voir ces notifications sur les tuiles, malheureusement. Et il n'y a plus de tuiles, de toute façon, on ne peut plus les mettre dedans. Voilà. Et les tuiles, de toute façon, elles sont cachées dans le milieu des marais, donc elles ne sont pas visibles tout le temps. Je veux dire, ça ne sert plus à rien dans les faits, vu la façon dont c'est conçu de nos jours. Et d'après la télémétrie de Microsoft, il y a genre, je crois, de mémoire, ne me cotez pas là-dessus parce qu'il faudrait retrouver les chiffres, mais ils avaient dit que quelque chose, genre 5% des gens qui utilisaient les tuiles sur le milieu des marais, quelque chose comme ça. Donc, bref, c'est pas un grand c'est tellement pratique les tuiles sur le menu démarrer. Ah oui, mais c'est pas un... bien sûr, vous avez le droit de refuser à ce qu'il y ait la télémétrie. Et comment Microsoft peut le savoir, les gars? Non, mais en fait, le seul truc qui pouvait être sympa, c'est sur les tablettes où tu pouvais utiliser un mode tablette. Là, ça avait encore un peu son sens, mais je trouvais ça un peu chiadé personnellement. Mais le mode tablette est tout pourri par rapport au Windows 8.1, il faut être honnête. On est d'accord, ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bref. Mais donc, pour revenir au sujet, donc c'est bien Microsoft eux-mêmes, depuis la mise à jour en Fluent Design, n'utilisent plus les tuiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les applications qui ont leur nouvelle icône Fluent, qui n'est plus une icône plate comme on avait avant, elles n'ont pas de tuiles live. Regardez ça. Regardez, Your Phone, il n'envoie pas de tuiles alors qu'il reçoit des messages de téléphone, ça n'a aucun sens. Le nouveau Skype, avec l'icône le React Native avec la nouvelle icône Fluent, il n'envoie pas de notification pour ces messages. Je veux dire, Microsoft eux-mêmes, ils ont arrêté. Ils n'utilisent plus les tuiles pour leurs propres applications. Il reste que Outlook, par exemple, non pas Outlook, Mail, calendrier, les applications. Courrier, il reste que ces applications-là qui n'ont pas encore été mises à jour, j'ai envie de dire, qui utilisent encore les tuiles. Microsoft, pour les autres applications, ont abandonné eux-mêmes les tuiles. Quand on en est là, franchement, c'est le début de la fin. Ouais. Et cet été, il y a une bulle interne de Windows qui a leaké, où le menu démarrer a été remplacé entièrement par un nouveau menu démarrer avec des icônes dedans, plutôt que des tuiles. Donc, le vieux truc qui se faisait... Alors, il n'était pas complètement remplacé, c'était au choix. Tu pouvais passer de l'un à l'autre en appuyant sur un bouton à droite, pour l'instant. Mais bon, ça faisait genre, de mémoire, c'était Start Legacy, qui était les tuiles, et Start Insider, où c'était le nouveau truc avec les icônes. Donc ça faisait un peu, en attendant ces corps-là, mais ça va partir. Bon, encore une fois, c'est d'Insider, c'est pas sûr que ça arrivera un jour, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Mais bon, franchement, je pense que, moi je dirais que d'ici un an, je pense qu'on n'en aura plus, mais on verra. Sincèrement, le prototype qu'on a vu passer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est très moche. Oui, je suis d'accord avec toi, totalement. D'accord, j'espère qu'ils vont il me plaisait pas du tout. Une petite allure du menu. Après, c'est même pas encore l'insider, hein, c'est des tests internes qui sortent. Hein, donc voilà. Ouais. Ok. Allez, moi je vous propose de continuer cette fois-ci et on va parler d'un petit anniversaire. C'est l'anniversaire de MSN Messenger. Ça aurait été l'anniversaire de MSN Messenger, Flobo. Oui, il aurait eu 20 ans cet été. Voilà, c'est beau. Ce petit MSN Messenger qui a été lancé pour concurrencer AOL à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais au début, MSN Messenger était même compatible avec AOL. On pouvait parler avec ses contacts IM sur MSN Messenger la première année. C'est comme ça que Microsoft a fait des parts de marché parce que les gens ne voulaient pas lâcher leur contact. Leur AOL Messenger. Ok. Et alors, après, il a fait passer sur Trillian.
AOL essayait de casser essayer de casser la La compatibilité MSN. compatibilité. Et Microsoft, derrière, ils n'arrêtaient pas de réparer pour que ce soit à nouveau compatible. C'est un petit combat comme ça pendant un an. Et finalement, à terme, Microsoft a gagné. Tout le monde s'est mis à utiliser MSN et AOL est Et tombé. pas AOL. J'aimerais Ok. bien aller sur un univers parallèle où en fait Messenger est encore utilisé, où Microsoft l'a pas arrêté et du coup a conservé ses utilisateurs. J'aimerais bien voir ce que ça La aurait donné. grande erreur de Microsoft pour Messenger, c'est de ne pas avoir sorti de version pour iOS et Android. Parce que Non. Avant ça, il avait arrêté avant. Non. Ils l'ont arrêté en 2012, quand ils ont racheté Skype. Ouais. Ils auraient fait au moins iOS au début, puis Android Ouais, après dans parce la que foulée, ça aurait pu être C'était en perte de intéressant. vitesse à partir de 2005, mais il y avait encore du monde. Et, Oui, il y avait encore du monde et c'était même. Oui. Et je voudrais bien voir cet univers parallèle qui doit exister quelque part où en fait ils ont continué, où ils ont pas arrêté le truc quoi. Ouais. Au lieu de dire bah c'est tout, on sait plus faire, c'est notre techno, comme si ils étaient pas capables de changer derrière de machinerie pour le faire continuer. Hein, si on peut t'en sortir d'autres en pipeau quoi. Après, C'est ça. techniquement, en machinerie, c'est encore là, hein, parce que le Skype d'aujourd'hui, il y a rien de. Ils ont balancé tout le vieux back-end de Skype. Hein. Il tourne sur les serveurs Messenger, hein, le Skype. Il n'y a que le nom qui reste de Skype, j'ai envie de dire quasiment. Mais c'est con finalement. Bon, tout ça pour ça. Ouais. Voilà. Ils avaient tellement d'utilisateurs et puis c'est très dommage. Je suis très déçu en fait quand on a un truc comme ça. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu et puis c'est ce que je disais Guillaume. On en a parlé chez toi là parce que j'ai eu la chance d'aller chez le patron. Et je suis le président, en fait, pas le patron. Attention. Ouais, il y a des trucs parfois, quand on est autant d'utilisateurs, je me disais à un moment donné, j'étais dans une foule et puis je me disais, mais, si j'étais le patron de chez Microsoft, c'est dur à se mettre dans cette peau-là, mais vous imaginez que tous les gars qui sont autour de vous sont vos clients. C'est un truc qui est extraordinaire quand même. Ouais, Potentiellement vos clients à un pourcentage quand même énorme, même que ce soit des produits, même si c'est sur iOS ou Android. Et là, je me dis, à mon bout d'un moment, Microsoft, c'est de l'intérêt public. Comment une personne, un bureau administratif, qu'on appelle ça, mais un conseil d'administration, peut décider, demain, il pourrait dire, il ne le ferait pas, on est d'accord, hein, on arrête Windows, quoi. Comment on pourrait d'un seul coup changer la face du monde en une décision débile? Et Windows ne devrait plus être comme ça à la poigne d'une vingtaine de personnes. Parce que c'est un peu ça. Je me trompe dans ma réflexion parce que je sais que je suis débile, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Flobo. Oui, c'est vrai. Honnêtement, après, c'est un grand débat. Hein. C'est comme... c'est un peu le débat sur la propriété... comment on appelle ça? Intellectuelle. Intellectuelle, pardon. Je débloque, moi. Intellectuelle, j'ai envie de dire, est-ce qu'à long terme, tout devrait tomber dans le domaine public? Est-ce qu'une fois que c'est rentabilisé, que c'est utilisé par tant de monde, tout devrait tomber dans le domaine public? On ne sait pas. Il n'y a pas de solution simple à ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, moi mon idée là-dessus, ce serait qu'au moment où un éditeur arrête quelque chose, il devrait être obligé de donner les sources. C'est comme ça que je vois les choses. Mais, de le rendre open source, ouais. D'ouvrir les sources. Par exemple, je vais faire un exemple qui n'a pas grand-chose à voir, enfin si c'est lié d'une façon connexe, mais imaginons un MMORPG, n'importe quoi, il est sorti, au bout de 5-6 ans, l'éditeur il ferme les serveurs et plus personne ne pourra jamais y jouer. Tu vois, parce que les serveurs n'existent plus. Je pense que quand quelque chose comme ça ferme, il devrait être obligé d'ouvrir les sources pour qu'une communauté puisse continuer, faire ce qu'ils veulent. Et je pense que ça devrait être le cas pour à peu près tous les logiciels abandonnés, juste comme ça. Après, je comprends que c'est un peu la vision bisounours et que c'est pas possible pour des raisons pratiques tout le temps, mais je pense que ce serait le mieux à faire quand quelque chose comme ça arrive, pour moi en tout cas. Et moi, j'ai déjà pensé à ça. Tôt ou tard, j'arrêterai de bosser. Et moi, mes sources, elles partent sur GitHub. C'est logique, en fait. On peut pas d'un seul coup mettre... Bon, après, tu revends ou pas une société, mais je sais pas comment ça marche. Mais je veux dire... S'il ne se passe plus rien, c'est logique de donner tes sources, que ça continue. Tu ne peux pas laisser en plan des utilisateurs. Enfin, c'est inconcevable. Enfin, je ne sais pas, mais j'aimerais bien que quelqu'un en parle. Il y a sûrement des gens qui ont réfléchi à tout ça et j'aimerais bien les écouter là-dessus. Voilà. Mais malheureusement, je pense que ça dépend de quel point de vue tu te places, Christophe. Toi, tu te places du point de vue de l'utilisateur parce que je pense que tu as conscience de l'utilisateur. Vu que tu es quand même encore assez proche, là, on est sur, je pense, des gens qui pensent chiffre d'affaires, j'investis tant, ça me rapporte tant, est-ce que ça a un intérêt?
Mais on peut Je pas sais pas discuter si- comme ça quand tu as des millions d'utilisateurs. Alors, C'est ils le feront possible. pas pour Windows, mais ils l'ont bien fait pour Windows Phone. On te dit qu'il est maintenu pendant 2 ans, mais depuis 2016, c'est crevé Windows Phone. Il n'y a plus rien. Ouais. Là, c'est au mois de Après- décembre, c'est la fin du support, parce qu'ils sont obligés. Je pense que légalement, ils s'étaient engagés, donc ils sont tenus d'avoir ce support de sécurité. Mais basta, il n'y a plus rien depuis 3 ans. Il n'y a rien, on nous a bien laissé dans la merde. Les gens qui étaient sur des Windows Phone 7, ils sont restés dans la merde. Après, Ouais, mais on va dire On a Windows bien par coupé, défaut. on a tranché. Enfin, chez Microsoft, ça a tranché directement et ça a été démerdez-vous maintenant. ouais. C'est le cloud. En fait, c'est un débat qui peut dévier sur le mot cloud. Tout ce qui passe en cloud. Tout ce qui passe en cloud et du coup, tout ce qui est service. Tout ce qui est service a une durée de vie. Enfin, après, c'est parce que les gens high-tech vont dire ouais, mais tout ça, des services, ça ne dure pas. Mais, enfin, ou je sais pas ce qu'ils peuvent dire là-dessus. Mais moi, j'utilise Windows depuis le début quasiment. J'ai des outils que j'utilise depuis le début quasiment, qui tournent toujours. Ça fait 25 ans. 25 ans, c'est énorme et ça continue de fonctionner. Ben oui. Et un jour, quelqu'un pourrait dire non, ça, tu vas plus l'utiliser. Ouais. Et là, je me dis, ça veut dire que, au niveau de Windows, hein, le reste, ok, Windows Phone, ok, il y avait du monde et c'est une autre. Mais Windows par lui-même, c'est ça qui m'interpelle. Ouais, Donc, l'importance de l'implication dans la vie des gens de cet outil. Ouais. Ouais. Ah, c'est tout un C'est débat Hugo. qui m'interpelle et qui me. Enfin voilà. Après, À suivre. regarde, même au-delà de ça, pour les téléphones, là, je vois, moi, mon Nokia 8, il arrive à 1 an et 8 mois, mais ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas la prochaine mise à jour d'Android. Et que, voilà, je trouve que c'est un peu C'est amusant. petit. S'ils ne veulent plus le mettre à jour, qu'ils publient les sources et tout ça pour que d'autres personnes puissent continuer. Mais bon, après, c'est pareil, c'est valable pour tout, hein, mais je trouve que Mais là, c'est pas pareil. C'est comme si tu avais un PC qui ne peut pas supporter, par exemple, Windows 10. Donc, c'est pas grave, tu es sur Windows 7. La plupart des logiciels Windows 7, Windows 10, tout fonctionne, heureusement. Là, ton truc, on parle du matériel avec le système. On va comparer pile avec j'ai un PC qui ne marche plus, il est en Windows 7 et il ne migrera pas en Windows 10 parce que Windows 10 utilise peut-être d'autres trucs. On est à ce niveau-là avec ta comparaison. C'est pas pareil. Non, parce que sur PC, tu peux installer autre chose, si tu veux, tu peux le faire toi-même, tu peux installer un autre OS, n'importe quoi. Sur le téléphone, il te verrouille complètement. Ah ouais. Moi, c'est ce qui me bloque le plus pour les appareils. Par exemple, là, pour revenir sur Windows, il y a plein de PC ARM qui sortent maintenant. Vous voyez, Les moi, PC toujours connectés. ces PC-là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas installer d'autres OS dessus. Et moi, un PC où on ne peut pas installer, même si moi j'utiliserai Windows toujours par défaut, ça sera toujours mon OS principal. Mais moi, un PC où tu ne peux pas installer ton système d'exploitation comme tu veux, c'est pas un PC. Pour moi, c'est la base. Oui. J'achèterais pas un PC où tu ne peux pas installer toi-même ton OS. Ça me paraît impensable. En tout cas, pas machine principale, une petite machine de dépannage peut-être. Voilà, éventuellement comme ça, mais bon, oui, peut-être, mais ce serait pas, pour moi, je n'aurais pas ça comme un PC. C'est ça. Après, Ce serait une machine d'appoint juste. Oui, voilà, c'est ça. Et je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde qui est vraiment intéressé par ces problèmes, parce qu'il n'y a personne qui essaye apparemment je pense que la plupart des gens voient de plus en plus, c'est peut-être un peu le côté iPhone qui est arrivé, les PC un peu comme appareil jetable. Et on achète le PC et au bout de 2 ans, il est périmé, quoi. Bravo à l'écologie. C'est un peu ce que ça devient, malheureusement. Moi, s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu un podcast où il parle de ce débat-là, qui me donne le lien, parce que je veux vraiment écouter ce qu'il raconte. Ouais, ça m'intéresse aussi. Ouais. Et il paraît que j'ai essayé d'installer Android sur ma SP4. Bah ouais, ça marche, hein, j'ai essayé ce week-end. C'était marrant. Ça marche. Voilà. Ce gars n'a que ça à faire. Bon, allez, moi je vous propose de clôturer ce débat, enfin ce questionnement. Il y avait une dernière news, Flobo, tu parlais de OneDrive qui n'était plus un EWP sur Windows 10, mais qui était maintenant en application en web app. Oui. Voilà, il y a quelque chose à rajouter ou c'est pas la peine? Non, l'application. Parce qu'on a déjà fait long quand même, il va falloir penser à finir. Et je crois également, question OneDrive, qu'on a des nouveaux tarifs payants qui arrivent là pour des gigas en plus. Mais j'ai oublié sur Twitter la semaine dernière. Sur le Slack aussi, on les a mis. Il y a même un peu plus que ça, oui. Il y a des nouveaux tarifs de OneDrive qui sont plutôt intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller voir les fiches tarifaires sur onedrive.com, tout simplement. Apparemment, il y a un event Surface le 2 octobre. Ça vient une breaking news qui vient d'arriver via Florentin il y a 5 secondes. Peut-être la Surface Pro 7 qui sera annoncée avec le Surface Phone. 3.
Bon, messieurs, merci à toi Flobo pour toutes ces news, merci Christophe pour toutes ces questions. Je voulais juste signaler à nos auditeurs, à nos spectateurs, qu'à la base, Flobo avait peur qu'on n'arrive pas à faire 20 minutes avec les news que l'on avait aujourd'hui. Je pense qu'on est quasiment à 1 heure, on sera peut-être un petit peu moins une fois monté. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sur la page de l'émission d'aujourd'hui, de l'épisode 158, ou sur la page YouTube de la vidéo, toujours 158. N'hésitez pas à partager tout ça avec les gens qui vous suivent sur les réseaux. Allez, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement un jeudi. Et puis, portez-vous bien et bonne rentrée à ceux qui rentrent. Ciao. Salut. Et bonne sortie à ceux qui sortent.